Bien, monsieur Gérard Charlois, bonjour. On vient de... Bonjour à vous, merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Je vous en prie. On vient de voir que Canal Pourpre aurait pu parler avec vous depuis longtemps par la CEPANSO dont vous êtes le président d'honneur. D'honneur maintenant, oui. Je salue Michel André, qui est notre président, ô combien efficace, oui. Voilà. Mais si vous êtes ici, c'est un peu, non pas pour tout à fait autre chose, mais tout de même, vous êtes un militant et vous réclamez de ce titre qui pour vous n'est pas du tout péjoratif. C'est un beau titre, militant. Voilà. Oui. Alors on en a un peu discuté, moi je trouvais ça un peu militaire et théologique ou enfin ecclésial, mais bon, vous avez défendu votre beefsteak avec beaucoup de... Je vais essayer de vous expliquer. Moi je trouve que on est à une époque malheureusement que certains qualifient de nihiliste ou de relativiste, où tout vaut tout et donc tout vaut rien. Et il y a encore des gens qui ont l'abnégation de se battre pour des valeurs, pour des idées, pour des éthiques, qui peuvent être des fois différentes, voire même peuvent être opposées, voire opposées aux miennes. D'accord. Mais je trouve que quelqu'un qui est militant, c'est bien. À notre époque, c'est vraiment formidable. Je me dis que ces gars-là sont des gars formidables, surtout maintenant. Plus, il y a 50 ans ou 60 ans, quand le monde était manichéen, il y avait un bon côté, un mauvais côté, voilà, pour tout le monde. Il y avait le bon côté, c'est là où on était. Le mauvais côté, c'était ceux d'en face, quel que soit le côté, d'ailleurs. Mais c'était facile. À l'époque-là, tout le monde était presque militant. Du moins, moi, j'ai connu l'université dans les années 70, la décennie 60-70. Bon, c'était clair, hein, vraiment. Il y avait Aron, il y avait Sartre, il y avait les sartriens, il y avait les aronistes, et voilà, c'était le beau temps. Maintenant, c'est à quoi bon, que veut faire votre fils ? Une école de commerce. C'est passionnant de faire une école de commerce. Vous pensez, c'est enthousiasmant. Bien, voilà. Je vais terminer un peu votre présentation. Allez-y. Mais on a entendu que vous étiez un peu radical et effectivement, vous êtes partie prenante dans une affaire qui s'appelle l'écologie radicale, qui publie d'ailleurs, on peut accéder sur Internet sur mon site. Et écologieradicale.org. Voilà. Parce que si vous faites écologie-radicale.fr, vous tombez chez les amis de Monsieur Borloo. Ah d'accord. Qui est peut-être radicalement autre chose, mais c'est tout à fait autre chose. Personne n'est propriétaire des idées. Tout à fait, exactement. Je veux dire par là que c'est seulement différent. Oui. Alors nous sommes en effet la Convention Vie et Nature, c'est le nom de l'association, qui a ce site internet Écologie Radicale. Et pourquoi radicale ? Non pas parce que nous sommes des gens le couteau entre les dents, mais tout simplement parce que nous allons à la racine des choses. Plus de la racine, voilà. C'est ça. Voilà. Et la racine du mot aussi. Et je crois que vous publiez d'ailleurs très régulièrement un éditorial sur ce site. Tous les dimanches. Tous les dimanches, je commente l'actualité ou un thème de philosophie politique, philosophie morale et politique. Voilà. Alors il se trouve aussi, et enfin, que vous êtes magistrat à Périgueux, vous êtes au tribunal de grande instance de Périgueux, et vous venez de me dire que vous étiez spécialiste du droit de la famille. Tout à fait. Très bien. Et j'espère que les gens qui vous regardent voient que vous ne voyez pas grand-chose, puisque vous m'avez dit aussi que... je suis atteint de cécité depuis fort longtemps. Voilà. Déjà. Alors, si vous êtes là, c'est aussi parce que un partenaire de Canal Pourpre, qui s'appelle l'association Tapage, organise en avril prochain des rencontres autour des animaux, de l'animalité, et c'est par ce biais-là que je vous ai trouvé, puisque un de vos amis à vous, un grand spécialiste du loup, Pierre Jouventin, a été intéressé par ce programme et il m'a dit mais à côté de chez vous, vous avez Gérard Charlois qui pourrait être intéressé aussi par une intervention et pourquoi pas vous guider un peu dans cette affaire. Alors c'est un peu de ça dont on va parler, sans trop entrer dans les détails précisément de l'animalité, mais tout de même, je vais creuser un peu l'écologie radicale. Vous venez de justifier ce titre, mais vous connaissez sûrement les objections qu'on peut faire à l'écologie radicale. Il faut les faire. C'est bien déguiser son esprit avec celui des autres. C'est très bien. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il est possible de présenter cette radicalité de manière aussi synthétique que possible ? Vous êtes bien placé pour ça. Bien sûr. D'abord, écoutez, merci à Pierre Jouventin de nous avoir fait connaissance. Pierre Jouventin, que je salue, et qui est un homme de science, puisqu'il était chercheur au CNRS, qu'il a beaucoup travaillé sur l'Antarctique et sur le manchot empereur, entre autres, et sur le loup, puisqu'il a eu la chance d'en avoir une, et qui est aussi un homme de science, mais aussi un homme d'éthique,
qui est membre de la Convention Vie et Nature et qui est quelqu'un qui vraiment, lui aussi, est un militant du vivant. Alors, c'est quoi l'écologie radicale, ou que je dirais aussi le biocentrisme? C'est quoi? Alors évidemment, certains vont dire, ah là là, ceux qui défendent les animaux, ceux qui défendent la nature sont des révolutionnaires. Il m'arrive même, ce qui est peut-être d'ailleurs aussi une qualité, enfin du moins, vous savez, les gens aiment bien commémorer les révolutions d'autrefois, même s'ils se défient des révolutions qu'il faudrait faire aujourd'hui. C'est assez particulier, mais c'est toujours comme ça. On commémore volontiers ce que les grands ancêtres ont fait, mais pour notre époque, par contre, il faudrait pas bouger du tout et rester dans l'ordre établi. Alors, pourquoi cette appréhension que je discerne chez certains qui sont nos adversaires idéologiques, et qui n'hésitent pas à dire qu'on est presque des terroristes? J'ai même lu sous certaines plumes qu'après les fondamentalistes religieux, les défenseurs des animaux étaient les gens les plus surveillés. C'est absolument absurde. Alors, je vous dirais tout simplement une chose très simple. L'écologie, quelles que soient ses nuances, parce que l'écologie est une idée neuve. C'est ce qu'était le socialisme à la fin du 19e siècle. Donc il y a plusieurs courants. Personne n'a le monopole de l'écologie, et surtout pas nous. Nous en représentons un certain courant. Mais il faut bien reconnaître une chose, qui est une évidence. L'écologie n'a pas de sang sur les mains. L'écologie n'a jamais mis de bombe. Aucune tendance de l'écologie n'a commis d'attentat. Nous n'en sommes jamais pris aux personnes. Oui, tout à fait. Mais pour vous dire qu'on n'est pas des extrémistes, des terroristes, des fondamentalistes redoutables. Nous sommes des gens qui posons des débats. Voilà. D'accord. Alors, vous n'êtes pas des révolutionnaires, terroristes, etc. Mais vous savez qu'on peut aussi vous accuser de l'inverse, c'est-à-dire d'être d'abominables conservateurs qui voulaient revenir à des temps anciens. Oui, vous avez raison. Vous répondez à Il y a un versant passéiste de l'écologie. Il y a un versant qui existe, en effet, qui peut se concevoir, dont certains écologistes ont pensé que l'âge d'or, c'était dans le passé. Je ne le crois pas du tout. Je dis souvent même à mes amis, ceux qui connaissent l'histoire n'ont guère envie de la revivre. Que veut-on revivre? 14-18? Que veut-on revivre? Le Moyen-Âge? Que veut-on revivre? L'époque de la peste, l'époque des terreurs, l'époque de l'obscurantisme, du fanatisme religieux, de l'absolutisme royal? Non. Au contraire, nous voulons un monde nouveau dans lequel la vie, le vivant, soit au centre de tout. Et nous sommes en effet contre tout racisme, tout spécisme, toute violence, qu'elle soit faite à l'homme, à l'animal. Et je dois dire une chose, c'est que la Convention Vie et Nature n'est pas un mouvement de défense animale. Nous ne sommes pas que cela. Nous ne sommes pas la SPA. Nos amis de la SPA font un bon travail. Nous ne sommes pas des défenseurs uniquement des animaux. Nous défendons l'arbre, l'animal et l'homme. Pour reprendre l'ordre écologiste de Luc Ferry, nous défendons l'homme aussi. Et une certaine approche de l'homme qui est une approche éminemment progressiste, en ce sens que ce que nous préconisons, c'est l'avènement d'une société nouvelle dans laquelle le vivant aurait sa place essentielle, alors que dans la société actuelle, qu'est-ce qui a la place essentielle? Devinons, une seconde, je laisse nos auditeurs. Le fric. L'argent est au centre de tout. Le profit domine le monde. C'est lamentable. Le profit détruit la nature, torture l'animal, pensez à l'élevage concentrationnaire, mais aussi maltraite les hommes qui sont de plus en plus des variables d'ajustement du profit. Alors, donc si vous voulez, il y a cette critique-là aussi. Entendu, vous avez prononcé un gros mot, le mot de spécisme, qui est emprunté à un Américain, Peter Singer. Peter Singer, qui a écrit la révolution, la libération animale. Alors, donc je rappelle à tout le monde que le spécisme, c'est comme le racisme, sauf qu'on reporte sur l'espèce, ce qu'on interdit évidemment de distinguer, de discriminer à partir de la race, puisque ça ne veut pas dire grand-chose, eh bien on interdirait aussi de discriminer à partir de l'espèce. Alors très bien, il faut défendre toutes les espèces, mais dites-moi tout de même, qu'est-ce qu'on va faire des animaux? C'est-à-dire, c'est très gentil ce que vous dites, mais est-ce que je peux dire qu'il y a quand même des animaux extrêmement emmerdants sur... et vous ne croyez pas qu'il y a aussi des hommes parfois qui sont emmerdants, qu'il faut tolérer? Comment on peut pas faire autrement? Alors, je vais vous expliquer. Je vais expliquer le fond de ma pensée. Chaque espèce est spécifique. Il ne faut pas dire, par exemple, les gens se posent la question, est-ce qu'il y a-t-il un propre de l'homme? Oui, il y a un propre de l'homme. Nous avons des facultés cognitives que les autres espèces n'ont pas. Il y a des tas de choses que nous avons inventées que les animaux n'inventent pas. Mais la question essentielle, c'est pas de savoir si les animaux sont aussi intelligents que nous, c'est de savoir s'ils sont capables de souffrir. Or, ils sont capables de souffrir. Oui. Et donc, c'est ça qui fonde le droit à ne pas être maltraité et torturé. On ne demande pas à reconnaître aux animaux, à la chouette effraie ou au loup, ou à l'ours ou au cormoran, des droits que nous reconnaissons à l'homme. C'est pas la même chose. On demande tout simplement
qu'on les laisse vivre selon leurs besoins physiologiques et qu'ils soient encore présents dans notre monde. Il ne s'agit pas de faire de l'anthropomorphisme, mais il faut passer de l'anthropocentrisme à ce que j'appelle le biocentrisme, c'est-à-dire mettre le vivant à l'ordre du jour, et le biocentrisme ne s'oppose pas à l'humanisme, il s'oppose peut-être à l'anthropocentrisme, mais c'est un dépassement de l'humanisme, c'est-à-dire que nous voulons élargir progressivement le cercle de l'empathie. Au départ, si vous voulez, la solidarité, c'était où ? Dans la tribu. Et les tribus voisines, c'était des tribus ennemies qu'il fallait éliminer. Après, on est passé à la cité, puis on est passé à la nation, puis on est passé à l'humanité. Et bien maintenant, nous souhaitons englober l'ensemble du vivant dans une certaine appréhension de valeur. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais ça veut dire que tout être qui est doté de sensibilité, d'un système nerveux, doit être respecté dans ses besoins fondamentaux. Très bien. Alors, j'ai l'impression qu'on est en train de glisser du terrorisme à l'angélisme tout d'un coup. Là. C'est-à-dire que vous avez raison, bien sûr. Respecter la vie, respecter le vivant, c'est un grand mot qui, m'interroge tout de même. Hein, bien sûr. Et qui dérange énormément. Non, mais est-ce que c'est pas un peu angélique que de penser que la vie doit être respectée, point final, sans rien dire de la réalité de nos rapports avec les animaux, sans rien dire de la réalité de nos volontés de domestication, de dressage, d'élevage, d'animal de compagnie. Enfin, il y a des cas extrêmement différents. Et quand je disais, je faisais allusion aux animaux emmerdants, je veux dire, on va pas... Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut libérer les sauterelles, il faut libérer les virus, il faut libérer les bactéries. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, alors, je vais vous dire, il faut que se entende ce dont on parle. On parle des animaux qui ont un système nerveux qui leur permettent d'éprouver le principe du plaisir des plaisirs et qui ont une certaine conscience d'eux-mêmes. Je veux dire par là que vous avez des certain nombre de mammifères, par exemple, qui ont conscience de leur individualité. Où placez-vous cette frontière ? La frontière, je la place au niveau de la sensibilité, justement. Je pense qu'effectivement, un être qui est doté de sensibilité mérite notre respect de ce fait-là. Donc, du fait même qu'il est sensible. C'est une question qu'on peut se poser. Là, la question peut être posée. Pour le chien, pour le chimpanzé, pour le gorille, la question se pose même pas. Je veux dire qu'il est évident que tout être de bonne foi sait très bien qu'un grand singe, par exemple, a des sentiments, des sensations proches des nôtres. Le chien aussi. Prenons l'exemple du chien qui nous est extrêmement familier en France, puisqu'il y a quelques millions, une dizaine de millions, je crois, de chiens en France. Oui. Voyons, est-ce que vous êtes un partisan de la libération des animaux au sens où on va dire, écoutez, laissons courir les chiens, parce que si on laisse courir les 9 millions de chiens, ils vont rapidement retourner à l'état sauvage, et ça va poser de très gros problèmes. Oui, non, mais un jour, j'entendais un ami, un militant de la cause animale, qui reprochait justement à un brave, je crois kinésithérapeute aveugle, d'avoir son chien guide d'aveugle en disant, mais votre chien, il n'est pas dans son milieu naturel. J'allais dire, entre nous soit dit, c'est une imbécilité. Pourquoi ? Parce que je peux vous dire une chose, c'est que pour avoir eu des chiens comme beaucoup de gens, le chien, il aime bien être au pied de son compagnon, de son maître. Il est bien dans sa maison. Les chiens, ils n'ont pas besoin de courir dans les rues et de recevoir des coups de pied et d'être maltraités, de vivre dans la rue. Non, je crois tout simplement qu'il faut faire preuve de bon sens et que le drame actuellement, c'est pas ça. Le drame, c'est qu'il y a des animaux qui sont élevés dans des conditions industrielles scandaleuses, l'élevage concentrationnaire. Ce sont les jeux dans lesquels l'animal est torturé, comme je pense à la corrida. C'est le problème de la chasse loisir, qui est une chasse distractive uniquement, où là on tue pour tromper l'ennui d'un dimanche. Tout ça pose des problèmes éthiques, mais le reste, non. Je veux dire, si vous avez un berger allemand, il sera très heureux de partager votre maison et de vivre avec vous. Il n'a pas besoin de courir dans la forêt à l'état sauvage. Je crois que c'est pas son aspiration. Mais si vous voulez... Alors attendez, on va creuser un petit peu ce creuser toutes ces questions. C'est des questions en effet très intéressantes et qui sont occultées. Pourquoi elles sont occultées ? Mais parce que ça dérange. Ça dérange des intérêts économiques. Prenez l'élevage concentrationnaire. Il y a quand même des gens qui en vivent. Il y a toute une filière. Je voudrais vous interroger un peu plus avant. Vous avez déjà employé dans notre correspondance en effet le mot de élevage concentrationnaire, et je vous faisais observer que c'était une contradiction dans les termes, c'est-à-dire que, à mon avis, on n'a élevé jamais personne dans les conditions de camps de concentration. Donc parler d'élevage concentrationnaire est un peu bizarre, d'autant que
avec vous, en avril 2015, viendra sans doute une personne que j'aime beaucoup, parce que j'ai lu ses livres, qui s'appelle Jocelyne Porcher, et qui, figurez-vous, est une grande spécialiste d'élevage, justement, et qui conteste absolument ce genre de... Elle conteste même l'expression d'élevage industriel, qui pour elle aussi est une contradiction dans les termes. Oui, mais c'est une contradiction dans les faits, parce que ça existe. Dans le nord de la France, ils vont faire pour les millions de cochons. Voilà, il y a des cochons qui sont élevés dans des conditions épouvantables, qui sont attachés. Dans le nord de la France, ils vont édifier une ferme laitière de 1000 vaches. C'est ça. Bon, mais c'est vous avez des élevages de poules où il y a 4000 poules entassées dans des cages. Bref. Donc renonçons à parler d'élevage. C'est épouvantable. C'est quelque chose c'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc là, les animaux sont maltraités, leurs besoins physiologiques sont niés. C'est inadmissible. Et je vous dis, les loisirs, comme je parlais tout à l'heure, également posent un problème. Et c'est ça que nous remettons en cause. Il ne s'agit pas de nier le propre de l'homme. Le besoin d'un homme, c'est pas le besoin d'une chouette effraie. La chouette effraie, elle a d'autres besoins que nous, et nous avons d'autres besoins que la chouette effraie. L'anthropomorphisme est aussi idiot qu'un anthropocentrisme méprisant qui considérait que l'animal est une chose. On sait très bien que l'animal, c'est pas une chose, c'est pas un objet. Encore une petite question. Parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais est-ce que dans votre association Écologie Radicale, vous avez pensé à la question d'une transition raisonnable, c'est-à-dire comment faire pour en venir, pour se dépasser la situation épouvantable que vous venez de décrire et en revenir, ou bien en venir, je ne sais pas, à une solution acceptable par tous. Parce que c'est pas demain la veille que les propriétaires des fermes industrielles que vous venez d'évoquer vont dire mais oui, monsieur Charolois, vous avez tout à fait raison, et ils vont se mettre à vos genoux pour vous obéir. Enfin, comment il y a une transition possible? Mais si vous voulez, ce qui me frappe, c'est la violence de ces lobbies, que ce soit la FNSEA par exemple pour les élevages, que ce soit le lobby de la chasse, que ce soit les lobbies de la tauromachie, la violence extrême à notre égard. C'est une violence inouïe. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de leur part d'inconfort moral. Ils ne peuvent guère défendre ces pratiques-là. Elles ne sont pas, sur le plan moral, défendables. Donc, si vous voulez, ce qui les tient, c'est une question d'intérêt. Mais je vous dirais quand même que la société, dans ses profondeurs, évolue. D'ailleurs, même nos lois évoluent. C'est-à-dire que maintenant, depuis une trentaine d'années, même en France, qui est pourtant la lanterne rouge en Europe de la protection animale, et ça je vous dirai peut-être pourquoi, mais même en France, la loi reconnaît le caractère sensible de l'animal. Il y a des constitutions, comme la constitution allemande, qui reconnaît le caractère sensible de l'animal. Il y a la charte européenne qui reconnaît que l'animal est un être sensible. Il y a des idées qui progressent. La société évolue en profondeur. Alors évidemment, il y a des résistances. Ces résistances sont farouches. Elles sont aussi bien organisées. Elle est en lobby puissant avec beaucoup d'argent, beaucoup de relais dans le personnel politique, parce qu'il y a des intérêts derrière tout cela, d'où le fait que nous sommes absolument ostracisés, diabolisés, disons caricaturés, ce qui est dommage. Si vous voulez, nous, là on s'exprime, et je vous en remercie, on discute gentiment, mais les idées que je défends ont bien peu de chances de passer aux 20h de France 2. Ah ben, bien entendu. Bon, celui qui passe aux 20h de France 2, c'est quelqu'un qui va réciter les intérêts de ceux qui détiennent les médias et qui sont propriétaires des médias. Là, on lui donne 40 minutes pour s'expliquer. Nous, on n'a pas d'accès à la radio ou à la télévision de l'État. Et merci de nous laisser la parole, un espace de liberté. Mais quand même, encore un petit mot. Ce mot de transition est peut-être un mot lui aussi galvaudé, mais tout de même, comment en revenir? Vous y avez pensé à ça? Dire, comment faire pour que si demain on supprime ce que vous appelez l'élevage concentrationnaire, il est évident qu'on va en revenir à des modes de production qui vont sans doute coûter beaucoup plus cher aux producteurs, aux consommateurs. Et peut-être que ça rapportera davantage aux producteurs, parce que si vous remarquez, les producteurs, eux aussi sont victimes de ce système-là. C'est-à-dire que de plus en plus, on va vers une industrialisation de l'agriculture, avec un nombre sans cesse diminuant d'agriculteurs. C'est ce que je dis. La société dans laquelle nous vivons est une société de marchandisation, où on a commencé par marchandiser l'espace, on marchandise l'animal, et on finira par marchandiser les hommes. Dites-moi un petit truc là-dessus, puis on passera à une dernière question, mais est-ce que vous seriez content le jour où on arriverait à fabriquer
de ce qu'on appelle la viande in vitro, c'est-à-dire des protéines. Eh bien, figurez-vous que justement, il y a quelques heures, l'un de mes fils m'en parlait et me disait, mais au fond, moralement, ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal de pouvoir manger de bonnes choses en sachant qu'on n'a pas à digérer une agonie, comme disait Marguerite Yourcenar, qui disait, j'ai du mal à digérer une agonie, ou comme me disait mon ami le professeur Théodore Monod, quand quelqu'un mangeait de la viande à côté de lui, monsieur, voici votre cadavre. Bon. C'était terrible, évidemment. Oui. Ça faisait de l'effet. Donc, parce que c'est une possibilité qui n'est pas du tout idiote. Vous savez, on ne sait pas ce que le monde de demain nous réservera. Nous sommes une société qui évolue très vite au niveau de la technologie. C'est ça. L'homme fait la technique. Et la technique fait l'homme. Je dirais justement, là il y a un petit peu comme l'œuf et la poule. Vous savez, qu'est-ce qui façonne notre culture ? Est-ce nous qui façonnons maintenant une société telle qu'elle est, ou est-ce que c'est la société qui nous façonne ? C'est une vaste question très intéressante et qu'on pourrait creuser un jour. D'accord. Alors, je vais penser à ma dernière question. Je vois qu'on n'en finirait pas de vous poser des questions et vous avez toujours la bonne réponse. Merci à vous. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle l'anthropocène ? C'est-à-dire, pour le dire vite, je vais l'expliquer. Du monde, quoi. Non, alors l'anthropocène, c'est très simple. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la planète évoluait selon son rythme naturel, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y avait une symbiose permanente entre le vivant et la Terre elle-même. La vie a façonné la planète. Si nous avons de l'oxygène dans l'atmosphère, c'est parce qu'à l'origine, des bactéries, des plantes, des anthocyanes, des algues microscopiques ont fabriqué de l'oxygène. Donc il y avait une symbiose permanente entre la Terre et le vivant. Et puis l'homme est arrivé. Et depuis 2 siècles, l'homme transforme complètement la surface de la Terre, transforme la composition de l'atmosphère. Par exemple, tenez, on est passé de 270 ppm dans l'atmosphère à 380 ppm de gaz carbonique. On est en train de changer même l'atmosphère de la Terre, avec les aspects négatifs, positifs que ça peut avoir. Donc, on appelle l'anthropocène cette ère nouvelle où finalement c'est l'homme qui est le principal facteur du changement, du changement planétaire. C'est la première force géologique. On est en train de cancériser la planète pour le meilleur ou pour le pire. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont nécessairement négatifs ou pessimistes. Je pense que l'homme, grâce à son intelligence, s'il la met au service du bien et au service du vivant, peut apporter quelque chose. Vous savez, je vais prendre cette image d'un psychiatre américain qui s'appelle Erich Fromm, qui était ce qu'on appelait les freudo-marxistes. Erich Fromm expliquait que dans l'homme, il y a de la biophilie et de la thanatophilie. Dans tout homme, on est tous biophiles, c'est amoureux de la vie, et thanatophile, porteur de mort. Il y a l'instinct de mort. Et alors, il y a des hommes qui sont plus biophiles, d'autres qui sont plus thanatophiles. Nous, évidemment, nous sommes des biophiles à fond. C'est-à-dire qu'on est pour le vivant. On a peut-être un côté thanatophile aussi, comme chacun. Et puis, il y a des hommes qui sont plus thanatophiles, qui sont plus dans la destruction, dans la domination, dans l'exploitation, dans l'anéantissement de l'autre, ce qui est déplorable, évidemment. Mais voilà, est-ce que c'est la biophilie qui l'emportera ? Eh bien, j'espère. Avec le concours de notre intelligence et notre science. L'arrière-plan de ma question, c'était si donc, vous savez fort bien de quoi on parle quand on parle de puissance géologique humaine, d'anthropocène, qui nous mène, comme on dit aujourd'hui, droit dans le mur. Ouais. Mais est-ce que du coup, en étant, si j'ose dire, seulement biocentriste, vous n'êtes pas comparable à quelqu'un qui se plaindrait d'une fissure dans un mur, mais le mur est en train de s'effondrer ? Ah mais attendez, justement, la question animale dont je parlais tout à l'heure est une question révélatrice. Et c'est une question philosophique importante. Mais ce n'est pas la seule. C'est vrai que tout se tient. Il faut penser globalement à la société dans laquelle nous sommes. À la Terre, à la façon dont sont organisées nos institutions, aux thèmes qui dominent au niveau de la planète. C'est certain que c'est assez préoccupant de voir que dans le monde entier, sur la Terre entière, c'est actuellement le commerce qui fait la loi. C'est-à-dire qu'on a une organisation mondiale du commerce, on n'a pas une organisation mondiale de l'écologie ou des droits humains de la même façon. Non, le commerce domine tout et c'est très inquiétant. C'est vrai que c'est absolument préoccupant. C'est-à-dire que quand vous voulez interdire, par exemple, un produit, par exemple parce que ça détruit une espèce protégée, je pense notamment à des écailles de tortue, l'OMC vous dit, non, vous n'avez pas le droit d'interdire ça parce que c'est la liberté du commerce. Et la liberté du commerce passe avant les droits de l'homme et passe avant les droits de la nature. D'accord.
Bon, ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Est-ce que, comme ça, histoire de faire un tout petit point sur l'actualité immédiate, est-ce qu'il y a des choses qui vous font, enfin, qui vous encouragent plutôt aujourd'hui, outre votre propre action, bien sûr, je suppose qu'elle est, c'est là où vous trouvez votre courage, mais est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent aller dans le bon sens, qui semblent aller pas trop mal? Mais vous savez, si on ne croyait pas en l'homme quelque part, en sa capacité de faire des choses bien, on ne militerait pas. Si on milite, c'est parce qu'on est persuadé qu'il y a des choses mieux. Et je vais vous dire qu'à une époque où tout le monde est pessimiste, justement, moi je veux voir ce qui est mieux dans notre société. On a gagné dans certains domaines. Regardez dans le domaine, par exemple, du respect des enfants, dans le domaine du respect des droits de la femme, dans nos pays du moins, parce qu'il y a malheureusement des pays encore dominés par des religions où on sait comment ça se passe. Mais disons que globalement, on a fait des progrès, c'est indéniable. Alors il y a des obstacles, notamment des obstacles économiques, sociaux, commerciaux dont je parlais tout à l'heure, avec des idéologies qui sont des idéologies néoconservatrices ou libérales, qui posent des problèmes et des défis, qu'il faut relever, mais l'humanité a quand même, je crois, progressé au niveau des droits. Pourquoi s'arrêterait-elle là? Allez, il faut aller de l'avant, il faut repartir de l'avant. Je crois que rien n'est perdu si des hommes de bonne volonté s'en mêlent. Est-ce que vous avez pensé à... Excusez-moi, ce sera la dernière question, je le jure. Est-ce que vous avez pensé à un engagement politique au sens étroit, mais en même temps important de ce terme? Écoutez, pour l'heure, personnellement, je ne suis membre d'aucun parti politique. D'accord. Je suis proche des écologistes. C'est ça. Je suis proche des gens qu'on peut appeler de gauche, en ce sens que je suis pour le progrès des mœurs, des manières, de la liberté, de ce côté-là. Mais je ne suis pas, pour l'heure, adhérent à un parti politique. Non pas que je m'y refuse, mais tout simplement parce que mon combat se situe d'une manière transcendante par rapport au parti actuel. Voilà. Eh ben, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci. C'est très sympa. Merci, je vous remercie à vous.